L'Égypte au XIXe siècle. Dans un tombeau, des archéologues retrouvent une quarantaine de sarcophages en pierre et un simple cercueil en bois. À l'intérieur, un jeune homme aux membres ligotés. Les embaumeurs l'ont figé en plein cri dans un ultime soubresaut. Après une mort horrible, il a été préparé à la hâte avant d'être inhumé. Cet homme, qui vivait à l'époque de Ramsès III, était-il un criminel? Mais dans ce cas, pourquoi aurait-il été embaumé? Le long règne de Ramsès III marque le dernier moment glorieux du Nouvel Empire. L'un des successeurs de Ramsès III est mort visiblement très jeune. Sa momie à la peau grêlée présente d'étranges cicatrices. A-t-il été victime d'un attentat à une époque où l'Égypte avait déjà amorcé son déclin? Ces momies nous aident aujourd'hui à retracer l'histoire de ces destins exceptionnels. Nous sommes sur la rive occidentale du Nil, en 1881. Non loin de la fameuse vallée des rois, des archéologues mettent au jour un tombeau où sont ensevelis un grand nombre de momies royales. Cette découverte les oblige à reconsidérer toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Ces sarcophages de pierre contiennent les dépouilles de 11 pharaons. Mais l'un de ces corps intrigue les archéologues. Il ne ressemble à aucune momie retrouvée dans le désert de sable égyptien. Et il repose dans un simple cercueil en bois. Cette vision vous plonge dans un film d'horreur hollywoodien. Ça glace le sang. Au fond du cercueil est étendue la dépouille desséchée d'un homme mort 3200 ans plus tôt. Ce corps avait les poings et les pieds liés. De toutes les momies que l'on connaît actuellement, l'expression de celle-ci, sa grimace, est unique. Ce cri souligne la douleur et les souffrances qu'il a subies aux derniers instants de sa vie. Le mystère de cette momie hurlante, comme on l'a surnommée, a hanté les égyptologues pendant près de 150 ans. En général, les momies royales reposent dans de magnifiques sarcophages, avec leur nom écrit partout, à côté de celui des dieux, pour favoriser le passage du défunt dans l'au-delà. L'une des prières les plus courantes de toutes les inscriptions funéraires est une supplication que le mort adresse aux vivants. « Je vous en prie, prononcez mon nom afin que je puisse vivre. » Le simple fait de dire son nom anime le défunt et lui apporte la vie éternelle. Pour les anciens Égyptiens, l'inscription du nom sur le cercueil faisait office de laisser-passer pour l'au-delà, imaginé comme une sorte de paradis éternel, très semblable aux endroits les plus agréables de l'Égypte réelle. Les Égyptiens croyaient que la vie dans l'au-delà était une réplique de la vie terrestre. Et pour pouvoir jouir de la même qualité d'existence dans la mort, leur corps devait être préservé. Idéalement, on s'attend donc à ce qu'une momie repose dans un état de paix et de félicité totale, afin de pouvoir profiter de la vie éternelle sans douleur, sans angoisse ni inconfort. Pour tenter d'expliquer pourquoi ce corps avait été livré à l'éternité dans cette posture de souffrance, les archéologues ont d'abord dû identifier le défunt. La cache de Der el-Bahari ne recelait pas seulement des momies royales, elle contenait aussi des membres de l'élite, des prêtres, des prêtresses, etc. Puisqu'il se trouvait parmi eux, cet homme devait être quelqu'un d'important.
Ses ongles, par exemple, sont manucurés et teints au henné. Il a les cheveux tressés et il portait des boucles d'oreilles. Tous ces éléments indiquent qu'il s'agit d'un homme de haut rang, un homme riche au statut privilégié. Peut-être un membre de la famille royale. Spécialiste d'anthropologie médico-légale, Angélique Cortals repère d'autres détails qui seront utiles pour l'identification. À sa seule dentition, on peut dire que c'est un homme d'une vingtaine d'années. Le savoir si jeune rend son expression encore plus terrible. Déterminer l'âge est la première étape dans l'approche médico-légale. Nous avons de nombreux outils à notre disposition pour nous aider à retrouver l'identité d'un individu non identifié. Le plus connu est sans doute l'ADN. Le prélèvement et l'analyse de l'ADN de la momie hurlante confirment l'intuition des égyptologues. En comparant ce profil ADN à celui d'autres momies retrouvées dans des tombes royales, il apparaît clairement qu'il s'agit bien d'un membre de la célèbre 19e dynastie. L'examen médico-légal prouve que cet homme était un des fils de Ramsès III. Nous savons maintenant que nous sommes en présence d'un prince de sang. Ramsès III, le père de ce prince, a fait construire des temples qui aujourd'hui encore perpétuent sa mémoire. Le plus grand se trouve à Luxor, sur les bords du Nil. Nous sommes à Medinet Habu, le temple funéraire de Ramsès III. Comme vous pouvez le constater, il est gigantesque. Sur cette façade, on trouve des scènes de guerre assez classiques où le pharaon étrille son ennemi, le tient par les cheveux et affirme ainsi son pouvoir et sa domination. Le règne de Ramsès III doit faire face à une époque troublée et sanglante au début de la 20e dynastie, il y a 3200 ans. Le pharaon repousse de nombreuses attaques extérieures, ce qui lui vaudra d'être particulièrement vénéré par les générations suivantes. Les bas-reliefs de son temple funéraire célèbrent quelques-unes de ses plus grandes victoires. À l'époque de sa construction, le temple de Medinet Habu est l'un des édifices les plus vastes de la nécropole de Thèbes. Ce qui est présenté ici, c'est le spectacle chaotique d'une de ces batailles. Celle-ci a eu lieu en l'an 8 de son règne, contre les très mystérieux peuples de la mer. On peut voir ici un certain nombre de mains coupées, pas juste une ou deux, mais des quantités. En fait, c'est comme ça qu'on mesurait les victoires et les défaites. Donc c'est une grande victoire pour Ramsès III, mais une façon assez macabre de l'afficher. Ces peuples de la mer, des groupes nomades venus de différentes régions du pourtour méditerranéen, s'en prennent régulièrement à l'Égypte. Leurs incursions répétées ont mené le pays au bord de la ruine économique. Certains pensent qu'ils venaient de Syrie-Palestine. D'autres, et c'est peut-être plus vraisemblable, qu'il s'agissait d'une coalition de tribus venues de Méditerranée orientale. Quoi qu'il en soit, Ramsès III a réussi à les repousser. Cette victoire sur les peuples de la mer ramène la paix en Égypte. Ramsès est alors célébré comme un roi guerrier. Pour son ambition et l'ampleur de ses travaux monumentaux, beaucoup d'égyptologues, dont moi, considèrent Ramsès III comme le dernier grand pharaon. L'homme retrouvé dans le cercueil en bois est l'un des fils de ce personnage de légende. Mais les honneurs princiers lui ont visiblement été refusés à l'heure de son décès.
On voit distinctement qu'il a été entravé au poignet et aux chevilles, ce qui vient ajouter une cause potentielle de décès. Est-il mort parce qu'il était ligoté? Difficile de l'affirmer, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'a pas eu une fin très douce. Certains historiens ont été tentés de voir dans ces entraves une réminiscence d'une pratique macabre du passé. À la mort d'un pharaon, on faisait périr tous les gens qui étaient à son service. Mais selon moi, l'idée qu'il ait été l'objet d'un sacrifice rituel ne tient pas, car il ne porte aucun stigmate. D'ailleurs, les princes échappaient à cette coutume, et l'on ne retrouve aucune trace de coup mortel. Par contre, le corps a été momifié de façon très sommaire. Habituellement, les embaumeurs retiraient les organes internes et le cerveau pour éviter que le corps ne se décompose. Mais on n'a pas retrouvé à proximité du cercueil les vases canopes destinés à recueillir ces organes. Il n'a aucune cicatrice. Et les examens radiologiques et le scanner nous apprennent également que le cerveau est toujours dans la boîte crânienne. C'est vraiment très étrange. Il n'y a aucune incision. Son cerveau n'a pas été enlevé. Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse parler de momie, puisqu'il n'a pas été embaumé. Ce qu'on a ici, c'est un cadavre. Il a simplement été saupoudré de natron, ce sel déshydratant qu'utilisaient les embaumeurs pour sécher les chairs du défunt. Cette momie avait de quoi surprendre. Elle était enveloppée dans une peau de mouton, ce qui n'est pas du tout égyptien. La peau de mouton symbolisait le primitif, par opposition au civilisé. L'Égypte était civilisée et tout le reste était considéré comme primitif. Donc pour les Égyptiens, c'était un sort pire que la mort. Inhumer un corps de cette façon revenait à fermer aux défunts les portes de l'au-delà. Michael Arnfield est un ancien inspecteur de la brigade criminelle. Il pense que cette momie a été enterrée volontairement dans cet état et que cette fin infamante ne doit rien au hasard. Si cette posture est indigne et que le corps a été placé dans cette position pour répondre à un rite, il faut l'envisager dans un contexte criminologique plus large. Ce sort a pu être infligé pour deux raisons. D'abord, pour humilier la victime dans la mort, mais aussi pour choquer tous ceux qui poseraient les yeux sur sa dépouille. On ressent sa douleur, la bouche ouverte, les muscles du cou crispés. De temps en temps, on a un coup de chance. Un indice décisif apparaît et l'affaire est résolue. Dans le cas de la momie hurlante, cet indice décisif, c'est le papyrus judiciaire de Turin. Ce document vieux de 3200 ans date de l'époque de Ramsès III et dévoile les intrigues liées à une cabale et une conspiration qui ont eu lieu à la cour du pharaon. Le papyrus judiciaire est d'une lecture passionnante en soi. Il y a des intrigues de cour, des complots, des conspirations, tout ce qu'on peut attendre d'un thriller dans les hautes sphères du pouvoir. On pourrait presque dire que c'est le tout premier récit criminel du monde.
C'est un compte-rendu détaillé du crime, de l'enquête consécutive, du procès et de ses conséquences. C'est hélas le seul compte-rendu rédigé à l'époque sur l'attentat qui a coûté la vie à Ramsès III. C'est une affaire de famille assez compliquée. Beaucoup des conjurés sont cités comme un groupe. Ils ne sont pas nommés individuellement. Mais la principale instigatrice en est une épouse secondaire de Ramsès III, appelée Tii. Elle a sans doute fomenté ce complot, parce qu'elle était mécontente que l'héritier présomptif, Ramsès IV, accède au pouvoir. En éliminant le pharaon, elle pensait sûrement que ça lui permettrait de faire monter un de ses propres fils sur le trône. Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a toute une section séparée qui est consacrée à une personne en particulier, son complice principal. C'était l'un de ses fils, celui appelé Pentahour. C'est lui qui, après l'assassinat de Ramsès III, devait écarter le prince héritier et prendre sa place. Le papyrus judiciaire précise qu'un des conjurés impliqués dans le complot est un prince royal. Et effectivement, l'analyse ADN confirme que cette momie hurlante est bien un fils de Ramsès III. La momie hurlante et Pentahour ne sont qu'une seule et même personne. La façade du temple de Ramsès III est décorée d'un bas-relief surnommé la procession des princes, qui représente les nombreux fils du pharaon. Ce bas-relief présente une galerie de portraits assez imposante des fils de Ramsès III, avec leurs noms inscrits dans ces cartouches. Ils sont gravés si profondément qu'ils sont impossibles à effacer. Mais aucun de ces cartouches ne porte le nom de Pentahour. Aurait-il été mis au ban de la famille à cause de son implication dans le complot contre son père ? Le papyrus ne précise pas si la conjuration de Pentahour a réussi. Certains passages du compte-rendu sont rédigés comme si Ramsès III parlait en personne. Au début du papyrus, Ramsès III explique qu'il est en compagnie d'Osiris, le dieu des morts. Ça veut dire que quand la procédure commence, il est déjà mort. Il a fallu attendre plus d'1 siècle après la découverte de sa momie pour établir la véritable cause de la mort de Ramsès III. Lorsqu'on a trouvé sa momie, on ignorait si le complot avait réussi, car même avec sa dépouille, on n'était pas en mesure de déterminer les causes du décès. Si la momie hurlante a figé le prince dans les affres de la mort, son père semble au contraire reposer de façon très paisible. Pourtant, un examen au scanner du cou de Ramsès réserve une nouvelle surprise. Sous les bandelettes apparaît un détail qui avait été soigneusement dissimulé. On sait désormais qu'il a eu la gorge tranchée, ce qui veut dire que le complot pour l'assassiner a abouti. Les embaumeurs avaient tout fait pour que la dépouille du roi apparaisse en parfait état, car il importait que le souverain puisse rejoindre l'au-delà sans encombre. Ils ont donc disposé les bandelettes de façon à faire complètement disparaître la blessure. Et ils ont placé dans la plaie une amulette supposée avoir des effets magiques. Il y a davantage de bandelettes autour du cou, et les embaumeurs ont pris le soin d'y insérer un œil d'Horus, symbole protecteur, afin qu'il puisse gagner l'au-delà à peu près intact.
le pharaon était constamment protégé par des gardes. Il est donc pratiquement exclu qu'une personne extérieure au palais ait pu l'approcher d'assez près pour le tuer. C'est un meurtre particulièrement cruel, mais aussi très intime, ce qui nous donne des informations sur l'assassin. Il s'en est pris au pharaon pour servir ses intérêts et a profité de la confiance que Ramsès avait en lui. D'après moi, l'assassin est Pentahour lui-même. Un régicide, un parricide, une conspiration mère-fils pour tuer le père et faire monter le fils sur le trône, ce genre de choses ne s'invente pas. Si la thèse de Michael Arnfield se confirme, Pentahour aurait non seulement assassiné son père, mais il aurait aussi commis un crime bien plus grave encore aux yeux de ses contemporains. Le rôle du pharaon dans la vie est de maintenir l'équilibre cosmique. Celui qui tue le pharaon invite l'anarchie et le chaos à s'abattre sur le royaume d'Égypte. Les anciens Égyptiens pensaient que le pharaon était l'intermédiaire avec les dieux qui régissaient l'ensemble du cosmos. De la fécondité des sols et des animaux, au lever et au coucher du soleil. En tuant son père, Pentahour mettait en danger la vie du peuple tout entier. Assassiner un pharaon devait être considéré comme la pire des infamies, car cela brisait l'ordre cosmique que sa personne était censée incarner et garantir. Le plus important à retenir dans ce papyrus, c'est qu'il y a eu un procès. Des gens ont été reconnus coupables de conspiration et ils ont été punis. Pentahour échoue dans sa tentative d'usurper le trône d'Égypte. C'est son frère aîné qui deviendra le pharaon Ramsès IV. Et c'est au nouveau souverain qu'échoua la tâche de statuer sur le destin de son frère. Le papyrus précise les peines prononcées par le nouveau pharaon à l'encontre des meurtriers de son père. Bon nombre des conspirateurs sont accusés collectivement. Les condamnations prennent deux formes. La peine la plus légère, si l'on peut dire, est la mutilation. Les coupables auront le nez et les oreilles coupés. Le but est d'en faire un exemple, d'avertir la population. Voilà le sort qui attend quiconque tente de commettre un crime aussi odieux. Mais pour Pentahour, qui a répandu le sang de son père, la peine est plus sévère encore. Il est reconnu coupable et condamné à se suicider. Une sentence qui était réservée au pire crime qu'un Égyptien puisse commettre. Un nouvel examen de sa dépouille permet de déceler comment ce jugement a été appliqué. Ce pli de peau est le plus gros indice de strangulation que l'on puisse avoir. On voit aussi, juste en dessous du thorax, cette zone bombée, typique des personnes mortes par étranglement. Tout cela plaide en faveur de l'hypothèse d'une pendaison. C'est la cause de décès la plus plausible. C'est une fin particulièrement atroce. La plupart des gens pensent que la mort est instantanée, comme on le voit dans les films. Mais ce n'est pas du tout le cas. En général, c'est une lente asphyxie. On a le nom de l'un des principaux conspirateurs, on a un corps identifié comme celui de l'un des principaux conspirateurs, et on a le corps de la victime du complot.
Si on part de cette hypothèse, on a un joli paquet bien ficelé où tout s'imbrique parfaitement. Mais une énigme subsiste encore. Le nom de Pentaour n'est mentionné que dans le papyrus judiciaire. Il n'apparaît nulle part ailleurs, en dehors de ce compte-rendu. Le papyrus judiciaire indique que l'accusé est Pentaour, connu sous un autre nom. On peut donc supposer que Pentaour est un pseudonyme. Certains égyptologues pensent que Pentaour désigne bien le condamné, mais que le document évite soigneusement de citer son vrai nom afin de ne pas souiller la lignée royale. D'autres accusés mentionnés dans le même texte sont désignés par des surnoms, tels que le mâle dans Thèbes ou le reptile, comme pour accorder leur dénomination à l'infamie de leur crime. Perdre son nom au moment de mourir, c'est pour les anciens Égyptiens l'ultime sanction. Elle équivaut à vouer la personne à une déchéance éternelle. C'était la punition suprême pour les Égyptiens. Si on ne connaît pas son nom, l'individu disparaît purement et simplement. Le cercueil du prince a été enterré furtivement, et son nom n'est pas mentionné sur le temple funéraire de son père. Privé de son identité, il part vers l'au-delà dans les pires conditions. Rendu anonyme, il se verra sûrement refuser l'accès au royaume d'Osiris. La momie hurlante est tout ce qui reste de ce fils parricide qui a osé s'en prendre à la personne du pharaon. Son crime a été sanctionné par la peine capitale. Si le complot avait réussi jusqu'au bout, il aurait été l'égal des dieux en termes de pouvoir, de force et d'autorité. C'est donc une disgrâce absolue pour ce prince. Mais en tant que conspirateur contre le pharaon, l'être le plus puissant de tout le pays, il ne pouvait sans doute guère espérer mieux. Une vingtaine d'années après que des archéologues ont retrouvé la momie hurlante, l'égyptologue français Victor Loret découvre un dépôt scellé depuis plus de 3000 ans dans la vallée des rois, la grande nécropole des souverains du Nouvel Empire. Imaginez ce que c'était que d'y pénétrer sans la technologie moderne. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient découvrir. Très vite, ils s'aperçoivent que ce sont des cercueils. Des tas de cercueils en enfilade le long des couloirs et dans une salle située tout au fond. À la stupéfaction générale, Victor Loret avait découvert une cachette de momies. Quelle exaltation! Au départ, il s'agissait du tombeau d'Aménophis II. Mais il abritait aussi les sarcophages de pharaons très connus des 18e, 19e et 20e dynasties. Ces cercueils avaient été retirés de leur tombe d'origine. Mais ce transfert n'était pas censé causer du tort au repos des défunts. Au contraire, il avait été organisé par des prêtres qui cherchaient à protéger les dépouilles royales des pilleurs de tombes. Les prêtres déplaçaient les momies dont ils avaient la charge pour les abriter dans des lieux séparés. C'est ce que nous appelons des caches ou cachettes. Lorsqu'ils mettaient en sûreté les restes des pharaons, les prêtres prenaient la précaution d'inscrire leur nom sur la momie. Certaines momies étaient identifiées par des fiches. Ce sont ces inscriptions, comme des étiquettes trouvées sur les corps, qui nous permettent aujourd'hui de savoir que telle momie est celle de tel pharaon. Ces étiquettes sont une aubaine pour Victor Loret lorsqu'il découvre cette cache en 1898.
Elles indiquent que ces momies sont celles des rois qui ont régné sur l'Égypte pendant plus de 2 siècles. Thoutmôsis IV, le pharaon qui a entrepris la restauration du Sphinx qui garde les grandes pyramides. Aménophis le Magnifique, père d'Akhénaton et grand-père de Toutankhamon, qui gouverna le pays à son apogée. Mais aussi des souverains moins connus, comme Ramsès V à la fin du Nouvel Empire. La 20e dynastie est une dynastie au bord de l'effondrement. C'était une période très difficile en Égypte. Il y avait des attaques libyennes, des troubles à l'intérieur du pays, les prêtres qui devenaient de plus en plus puissants. Les germes de la décadence qui aboutiront à la chute de la dynastie commencent déjà à poindre. Ramsès V n'a régné que très brièvement, à peine 5 ans. Nous avons ici sa dépouille, ce qui nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur sa vie ainsi que sur sa mort. Ma première impression est que ce corps est relativement jeune, en tout cas pour notre époque. Je dirais 30 ou 40 ans. Ramsès V est mort dans la force de l'âge. Son corps a été superbement embaumé. Ce n'est qu'après un examen minutieux qu'on voit apparaître quelques anomalies. Si je cache la région inférieure du buste, c'est une momification royale parfaite. Mais si j'enlève ma main, je découvre le bas de l'abdomen et là, évidemment, cette partie béante est complètement anormale. Quand les embaumeurs ont retiré les viscères, ils ont procédé dans les règles de l'art et n'ont laissé sur le corps aucune trace visible de l'intervention. Le défunt devait être intact pour son passage dans l'au-delà. Mais un examen plus attentif de la peau de la momie soulève de nouvelles questions. L'épiderme est criblé de petites protubérances, presque comme une barbe d'un jour. C'est le signe évident d'une pathologie. L'autre caractéristique intéressante, c'est ce trou au sommet du crâne. Il a donné lieu à d'innombrables hypothèses. Il pourrait bien s'agir d'une plaie périmortem, c'est-à-dire survenue au moment de la mort. Les médecins légistes estiment que le fragment de peau a été rabattu sur la plaie au moment où la chair était encore souple et imprégnée de sang, mais aussi que la blessure était suffisamment grave pour avoir tué la victime. Cette plaie est le résultat d'un coup porté à l'aide d'un instrument assez primitif. Un coup très violent, très rapide. Alors, s'agit-il d'un meurtre ? Ce pourrait bien être la preuve d'un assassinat. La momie hurlante a montré qu'il était très risqué de s'en prendre à la vie du pharaon. Il faut dire qu'en cas de succès, l'initiateur du complot aurait pris la tête du royaume le plus puissant de son temps. Dans une Égypte en pleine tourmente, il est possible que quelqu'un ait pris les choses en main et fait assassiner Ramsès V. Mais à qui aurait pu profiter la mort prématurée du souverain? L'égyptologue Bob Bianchi a suivi une piste très vraisemblable, l'appât du gain. Nous avons un document, une sorte de registre de taxes foncières. Ce document nous apprend que la plus grande partie des terres disponibles dans le pays appartenaient au clergé et que les revenus de ces terres allaient dans les poches des prêtres d'Amon, pas dans celles du pharaon. Amon-Rê, le principal dieu du Nouvel Empire, était vénéré à Thèbes. Ces prêtres n'ont cessé d'y accumuler richesse et pouvoir durant les 18e, 19e et 20e dynasties.
Au moment où Ramsès V monte sur le trône, leur puissance est à son apogée. Se sont-ils crus invulnérables? Ce papyrus est très intéressant. Il décrit des événements survenus à Éléphantine, sous le règne de Ramsès V. Nous savons que les prêtres détournaient de l'argent du trésor du pharaon à leur propre profit. Le document laisse entendre que leur comportement a dépassé les bornes. Ils ont commencé à s'en prendre physiquement à la population. On les a même accusés d'avoir crevé les yeux de certaines personnes. Leurs activités peuvent donc s'assimiler à une stratégie mafieuse pour s'assurer d'atteindre leur objectif. Le clergé finit par former une sorte de mafia qui règne par la corruption, l'intimidation, et n'hésite pas à détourner des biens pour se les approprier. Le pharaon, lui, est considéré comme l'intermédiaire entre son peuple et les dieux. Les prêtres auraient-ils osé s'en prendre à lui? Je rejetterais d'emblée toute hypothèse selon laquelle le clergé serait responsable de son éventuel assassinat. Les prêtres le saignaient déjà à blanc financièrement. Ils n'auraient eu aucun intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. Le problème, c'est que même si vous tuez l'individu, l'institution demeure. Un autre pharaon le remplacera. Mais si ce n'est pas le clergé, qui d'autre aurait pu avoir intérêt à éliminer le pharaon? Il y avait des rivalités au sein de la famille royale. Peut-être ont-elles conduit à l'assassinat d'un parent par un autre. Ces luttes intestines existaient bien avant que Ramsès V n'accède au trône. Elles déchiraient déjà la famille royale à la mort de son grand-père Ramsès III, dernier grand souverain du Nouvel Empire. Son fils Ramsès IV, qui lui succède, lèguera à son tour le trône à son propre fils Ramsès V. Mais lorsque ce dernier disparaît, il n'a pas d'héritier mâle. Le trône revient alors à l'homme le plus proche de la famille, son oncle Ramsès VI. Ramsès VI n'a pas succédé à son père, mais à son neveu. C'est peut-être la preuve d'une lutte de succession, d'un conflit au sein de la famille royale. Nous sommes ici dans le tombeau de Ramsès VI, dans la vallée des rois. Mais ce n'est sans doute pas à lui qu'il était destiné. Des inscriptions témoignent que cette tombe magnifique était prévue en réalité pour son neveu Ramsès V. Les pharaons égyptiens étaient généralement pleins de révérence envers leurs prédécesseurs. Alors, venir s'approprier et s'installer dans la tombe d'un autre, c'est totalement inhabituel. Est-ce que ça veut simplement dire que Ramsès VI n'aimait pas Ramsès V? En tout cas, ça semble indiquer qu'il ne le respectait pas autant qu'il aurait dû. Quand Ramsès V meurt, son successeur ne célèbre pas l'inhumation selon les coutumes sacrées. Au lieu de l'enterrer au bout des 70 jours nécessaires à la momification, Ramsès VI attend près de 2 ans avant de conduire son neveu à sa dernière demeure. Certains interprètent ce délai comme le signe d'un antagonisme entre eux. L'idée du méchant oncle s'appropriant la couronne de son neveu est bien ancrée dans la culture populaire. Songez à Hamlet, ou même au Roi Lion. Là encore, cet oncle semble avoir usurpé le trône. On est enclin à penser que l'histoire se répète. Peut-être que le pouvoir de la dynastie s'affaiblissait, et que, voyant cela, Ramsès VI a décidé de prendre les choses en main, de s'emparer du trône pour restaurer la puissance de la royauté.
Cette hypothèse a néanmoins ses limites. Le simple fait qu'il ait inhumé son neveu Ramsès V indique que Ramsès VI entretenait de bonnes relations avec lui. À la mort de Ramsès V, celui-ci n'ayant pas d'héritier, peut-être a-t-il simplement été décidé que le meilleur moyen de conserver le trône dans la famille était de le transmettre à son oncle. Le fait qu'il ait enterré son neveu dans les règles, même avec du retard, rend peu probable l'hypothèse que Ramsès VI aurait assassiné son prédécesseur pour s'emparer du pouvoir. Angélique Cortals s'intéresse alors à la plaie béante qu'on observe à la base du tronc de la momie, dans l'espoir d'y déceler un nouvel indice. La cicatrice de l'éviscération est exagérément large. D'ordinaire, c'est une toute petite entaille, comme après une opération de l'appendicite. Là, ce n'est pas du tout normal. Qu'est-ce qui a pu inciter les embaumeurs très qualifiés du pharaon à ne pas suivre la procédure habituelle? Si le pharaon a été tué par une maladie infectieuse, les embaumeurs ont dû vouloir rester à distance de sa dépouille et achever la momification au plus vite. Le processus de momification a pu être précipité pour limiter l'exposition des embaumeurs à un agent pathogène. Mais si Ramsès a succombé à une infection, de quelle maladie s'agissait-il? La momie présente-t-elle des traces spécifiques? Cette momie présente une caractéristique très intéressante. Des bubons à laine. Ces bubons sont provoqués par des inflammations bactériennes qui se développent dans le corps au niveau des ganglions lymphatiques. En se multipliant, les bactéries font gonfler les ganglions, qui deviennent très douloureux et se mettent à suppurer. Tout d'abord, trouver des bubons dans une momie est exceptionnel. C'est le tout premier cas que je rencontre. Bien sûr, quand on entend le mot bubon, on pense tout de suite à bubonique, donc à la peste. Mon Dieu, cette personne est peut-être morte de la peste. Outan Ashrafian, du Collège impérial de Londres, a découvert qu'un papyrus ancien mentionnait une épidémie de peste. Voici une section du papyrus Hearst, qui date de la XVIIIe dynastie. C'est un texte médical très important, car il fait état d'une épidémie de peste dans l'Antiquité égyptienne. Il parle de la maladie cananéenne, autrement dit qui frappe les habitants du pays de Canaan. Il décrit une pathologie entraînant des taches noires. Ce pourrait être une maladie infectieuse ressemblant à la peste, peut-être bubonique. Nous avons un papyrus qui semble décrire les symptômes d'une peste. Nous avons une histoire de peste dans le récit biblique de l'Exode. Et à présent, nous avons une momie manifestement préparée à la hâte. Si on additionne le tout, la maladie apparaît comme une cause de décès plausible. Mais comment prouver que Ramsès V a été victime d'une maladie infectieuse, voire de la peste? Il est difficile de déceler une maladie sur un cadavre. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est de cet ordre-là. Si ce n'est pas la peste, quelle autre maladie contagieuse aurait pu conduire au décès du souverain et laisser des traces aussi visibles que celles qu'on observe sur la peau grêlée du pharaon? On n'a jamais vu une momie royale atteinte de ce type de maladie éruptive. Les médecins légistes privilégient aujourd'hui une autre explication. D'après l'âge de Ramsès V et le genre de pustule que nous avons, une maladie comme la variole serait la plus probable.
Est-il imaginable que Ramsès V ait succombé à cette époque à une maladie qui faisait encore des ravages au XXe siècle? La variole était une maladie dévastatrice. Pour vous donner une idée, rien qu'au XXe siècle, elle a tué 300 millions de personnes. L'éruption associée à la variole s'étendait à tout le corps, de la tête aux pieds, avec une plus forte concentration sur le visage, les bras et les jambes. Les vésicules gonflaient, se remplissaient de liquide et de pus et faisaient atrocement souffrir. La variole est une mort horrible. Le simple fait de prononcer ce mot faisait froid dans le dos. On gonfle, on est criblé de lésions. C'est terrifiant. Une campagne de vaccination d'envergure mondiale a permis de déclarer éradiquer ce virus mortel à la fin du XXe siècle. Parviendra-t-on à prouver que Ramsès V a été l'une de ses premières victimes? Ce serait extraordinaire si on arrivait à prouver qu'il a succombé à la variole. Ce serait peut-être le tout premier cas connu de l'histoire de l'humanité. Des comptes rendus écrits juste après la mort de Ramsès V décrivent une maladie inconnue qui a fait rage à la cour du pharaon. Ce papyrus date du règne de Ramsès VI. Il contient un message extrêmement pressant. Le pharaon y explique que 6 femmes royales sont mortes subitement et apparemment en même temps. Les experts suggèrent qu'elles auraient pu être victimes d'une affection contagieuse qui se répandait dans la famille royale. Il fait creuser le plus vite possible 6 tombes individuelles, une par personne, dans la vallée des reines. Les femmes ont été transportées et inhumées là-bas. Ensuite, tout le périmètre de la vallée a été condamné pendant 6 mois, avec interdiction de s'y rendre. Quant aux fossoyeurs, ils ont été isolés pendant 1 mois entier. C'est le premier cas de quarantaine décrit dans les annales de l'histoire. À Hamilton, dans l'Ontario, Hendrik Poinard et Anna Duggan travaillent sur l'histoire de la propagation de ce virus. Notre laboratoire se penche précisément sur l'origine de la variole. D'où vient-elle? Quand est-elle apparue? Est-ce que ces momies célèbres ont réellement contracté le virus de la variole? Après des années de recherches novatrices, ils ont été confrontés à la plus ancienne manifestation connue du virus de la variole. Nos recherches nous ont permis d'identifier une souche commune datant de la fin des années 1500, début des années 1600. À l'époque moderne, les premières traces de variole remontent au plus tôt au XVIe siècle. Certains historiens ont émis l'hypothèse que Ramsès V avait eu la variole. De nombreux travaux sur la peau tentent à indiquer que des particules de virus seraient incrustées dans ses chairs, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Saura-t-on jamais ce qui l'a tué? Un jour, sûrement. Mais pour l'heure, il reste encore beaucoup d'analyses à faire pour déterminer la cause de sa mort. J'aimerais beaucoup mettre la main sur un fragment de tissu, juste assez pour l'étudier génétiquement et tenter d'y découvrir l'agent infectieux qui aurait pu l'emporter. Il ne serait donc pas absurde de penser que la variole a causé la mort de Ramsès V. En revanche, cela n'explique pas l'origine de la blessure mortelle sur son crâne. Chris Naunton propose une hypothèse. Est-ce qu'il aurait pu s'agir d'une sorte de meurtre par compassion pour abréger ses souffrances? L'explication peut sembler tirée par les cheveux, mais Bob Bianchi va jusqu'à imaginer l'auteur du crime. Peut-être que Ramsès VI a ordonné la mort de Ramsès V, non par malveillance, mais par désir de mettre un terme au supplice que vivait le pharaon. Mais il défend aussi une autre hypothèse.
Le roi, mis à mal par une recrudescence de malversation du clergé, est achevé par charité. Ramsès VI peut alors accéder au trône et s'attaquer aux problèmes financiers du pays causés par les prêtres. La puissance de la lignée royale faiblissait. Face à ce constat, Ramsès VI prend le taureau par les cornes et pour restaurer le pouvoir du pharaon, fait le nécessaire pour accéder au trône. Une thèse audacieuse, surtout lorsqu'on songe aux moyens mis en œuvre pour aider le pharaon à mourir. Mais ce geste aurait permis à l'oncle de Ramsès V de monter plus vite sur le trône pour redresser le pays. Précipiter la mort du pharaon aurait permis non seulement d'abréger ses souffrances, mais aussi de faire en sorte que la couronne reste dans la famille. Au lieu de quelques mobiles sordides, c'était la seule façon de sauver la famille royale et de la maintenir au pouvoir. Après la mort de son neveu, Ramsès VI n'est resté que 8 ans sur le trône. Un règne trop court pour sauver la 20e dynastie. Le nouvel empire, qui avait compté tant de grands pharaons, est désormais sur le déclin inéluctablement. La guerre civile déchire le pays. Les prêtres d'Amon revendiquent finalement un pouvoir égal à celui du pharaon. L'ordre ancien est sur le point de s'effondrer. Le déclin économique, les luttes de pouvoir entre la couronne et le clergé, tout cela suggère que les graines de la chute de la 20e dynastie étaient déjà semées sous le règne de Ramsès V.